route. On va mettre enregistrement, comme ça ceux qui voudront revisionner pourront le refaire à souhait. Voilà, donc si vous voulez, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu la problématique contextuelle d'aujourd'hui. Ça veut dire comment est-ce qu'on obtient un crédit immobilier aujourd'hui en Israël dans des contextes d'inflation grimpante, dans des contextes de taux d'intérêt qui sont plus élevés. Est-ce que c'est possible? Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place? Comment mener une négociation bancaire? Donc, on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Et en fait, on a prévu avec Orit 2 conférences. On peut même parler peut-être d'un cycle. On a une conférence cette semaine et une autre conférence la semaine prochaine. Et j'aimerais, attirer votre attention sur le thème de la semaine prochaine parce que si on parle de nouvelles du crédit immobilier, il faut savoir qu'aujourd'hui, précisément aujourd'hui, c'est ouverte la loterie gouvernementale sur ce qui s'appelait avant le Mechir Lamishtaken et qui s'appelle aujourd'hui Dira Be'anacha. Donc, en fait, la possibilité de participer à cette loterie-là a été ouverte à partir d'aujourd'hui et elle sera ouverte jusqu'au 8 janvier. Donc, on a prévu une conférence la semaine prochaine, le 4 janvier, si je ne me trompe pas, où j'expliquerai comment est-ce qu'on se connecte au site gouvernemental, comment est-ce qu'on choisit son projet, comment participer à cette loterie-là. Donc, ce sera une thématique spécifique sur le Dira Be'anacha. Donc, si c'est une des choses qui vous intéresse, eh ben, voilà, sachez que la semaine prochaine, ce sera une autre conférence sur ce thème-là. Voilà. Alors, d'abord, bon, je remercie Orit, je remercie la mairie d'Ashdod de toujours faire appel à moi pour donner ce genre de thème. C'est toujours très, très agréable. Ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être exposer le sujet de façon un petit peu formelle pour vous donner en fait les ficelles, pour essayer de vous expliquer comment est-ce que ça marche en Israël, le crédit immobilier. C'est un petit peu différent de ce qui se passe en France. Et puis après, on fera un question-réponse en fonction des sujets qui vous intéressent ou des problématiques que vous avez vous-même. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander, si c'est possible, c'est d'allumer vos caméras parce que c'est toujours beaucoup plus interactif et beaucoup plus sympathique de parler avec des visages, de voir à qui je m'adresse, quelles sont les dynamiques et de bien sentir en fait que je suis bien comprise. Donc, au maximum, ce serait bien que vous ayez vos caméras ouvertes. Alors, j'ai préparé, comme d'habitude, une petite présentation. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Et on va passer en fait sur tous les aspects du crédit immobilier. C'est la présentation. Je vais maintenant voir mon écran. Juste confirmez-moi que vous voyez bien l'écran que j'ai devant moi. OK. D'accord. Alors, on va parler en fait de plusieurs thèmes. C'est-à-dire que le thème d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on prend un crédit immobilier aujourd'hui quand on est dans un contexte, si vous voulez, un peu différent de ce qu'il y avait il y a 1 an ou 2, au niveau des taux d'intérêt, au niveau des taux d'inflation. Et puis, en Israël, en fait, comment ça marche? Il y a parmi vous des Olim Khadashim qui n'ont pas encore eu accès à la propriété. Alors, je vais parler de 4 thèmes essentiels. Le premier thème dont je vais parler, c'est l'apport personnel. Combien d'apports personnels est-ce qu'il faut pour pouvoir acheter un appartement? Et il y a dans ce domaine-là d'énormes changements. Okay, on n'est plus du tout à la régulation classique. Ensuite, on va dire quelques mots sur les Olim Khadashim. Est-ce qu'il y a des avantages pour les Olim auxquels il faut penser? Et puis, on va parler montage financier et stratégie. Okay, montage financier, c'est quels sont les montages possibles. Et ensuite, quelle est la stratégie qui est la mieux adaptée au contexte d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer en fait par l'apport personnel. Alors, l'apport personnel, en fait, il va être régulé par la Banque d'Israël. La Banque d'Israël est chargée de fixer les règles de financement de tous les organismes qui sont des organismes bancaires. Et la Banque d'Israël a posé sa régulation de la façon suivante. Elle veut encourager essentiellement les Israéliens qui n'ont jamais eu accès à la propriété à acheter. Donc, les pourcentages de financement vont varier en fonction du nombre d'appartements que les particuliers vont avoir. Et ça se passe comme ça. Si vous êtes israélien et que vous n'avez jamais acheté un appartement, ce qui s'appelle un primo-accédant, vous avez le droit à 75% de financement. Il vous faut donc 25% d'apport. Ça veut dire que si vous voulez acheter un bien à 1 million de shekels, vous allez pouvoir demander auprès de la banque un financement de 750 000 shekels. Il va vous falloir arriver avec 250 000 shekels d'apport personnel. Maintenant, quand je parle d'apport personnel, je parle d'apport qui va être mis uniquement dans l'achat de la maison. Ça veut dire qu'on ne compte pas les frais annexes, qui sont les frais d'avocat, les frais de courtier, les frais de caisse d'acquisition, etc., etc. Il vous faut 25%, donc 250 000 shekels pour acheter une maison à 1 million,
d'apport personnel qui soit disponible uniquement à mettre dans cette maison. Maintenant, si vous êtes israélien, mais vous n'êtes propriétaire que d'un seul appartement, mais ce n'est pas votre premier appartement. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui achètent une maison, qui la revendent quelques années plus tard pour améliorer leurs conditions de logement. À ce moment-là, vous allez rester propriétaire d'un seul appartement, mais vous avez déjà fait un achat préalablement. Alors là, le pourcentage de financement va descendre. Il va descendre à 70% uniquement, ce qui fait que votre apport personnel devra être plus élevé. Il devra être de 30%, donc 300 000 shekels pour 1 million. Et après, vous avez tous les autres cas de figure. Ça veut dire que si vous êtes israélien et que vous voulez acheter un second bien, un troisième bien, un cinquième bien, quel que soit le numéro de bien, à partir du moment où ce n'est pas votre seul appartement, ben, vous n'aurez le droit qu'à 50% de financement pour chaque bien qui est au-delà de votre premier appartement, de votre résidence principale. Et la règle est la même pour les résidents étrangers. Juste parce qu'on est sur le thème du deuxième bien, est-ce qu'on peut hypothéquer un premier bien, la partie en tout cas qui n'a pas été prise en crédit, pour acheter un autre bien? Alors, c'est une excellente question. C'était tout à fait possible il y a 1 an et demi, 2 ans. La régulation de la Banque d'Israël ne le permet plus. Okay, aujourd'hui, vous ne pouvez pas hypothéquer un bien pour en acheter un autre, mais comme la Banque d'Israël ne le permet plus, vous avez d'autres compagnies, ce qui s'appelle le crédit hors bancaire, qui sont venues sur le marché et qui proposent ces services-là. C'est pour ça que quand je vais vous parler des solutions, vous allez voir que ce qui n'est pas permis par la Banque d'Israël aux organismes bancaires peut être fait par des organismes non bancaires. C'est pour ça que le marché aujourd'hui, il est beaucoup plus dynamique. Simplement, au niveau de la concurrence, vous comprenez bien que si un organisme hors bancaire est le seul à pouvoir le faire, eh ben, il va forcément le facturer cher. Donc, les organismes hors bancaires vont vous donner des solutions, mais ces solutions-là vont être légèrement plus chères. Donc, c'est possible. Et en fait, les investisseurs qui achètent pour revendre, ils vont utiliser ces crédits hors bancaires de façon très courante. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de compagnies hors bancaires qui proposent ce genre de service. Donc, là, pour l'instant, je parle de ce que la Banque d'Israël régule, donc les banques classiques, quels sont les crédits classiques qu'on peut obtenir. Donc, si je reprends en fait les deux derniers points, si vous êtes israélien et que c'est un deuxième, troisième, quatrième bien que vous achetez, ou si vous êtes résident étranger, que vous n'avez pas la citoyenneté israélienne, vous habitez en France, vous voulez acheter un bien, vous avez le droit d'obtenir auprès d'une banque israélienne jusqu'à 50% de la valeur du bien. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qui concerne l'apport personnel. Maintenant, on a des exceptions. Okay, et là, je vais parler brièvement des exceptions. D'abord, qu'est-ce que c'est que la valeur d'un bien? Comment est-ce qu'on évalue la valeur d'un bien? Est-ce que c'est le prix qui figure sur le contrat d'achat ou l'évaluation qui va être faite par un expert en valeur immobilière? Eh bien, la régulation de la Banque d'Israël dit que ce sera la valeur la plus basse des deux. Ce qui veut dire que si vous avez signé un contrat d'achat et vous avez acheté une maison à 1,5 million, et sur le contrat d'achat, il y a marqué que la valeur de la maison est de 1,5 million, que vous comptez sur 75% de financement parce que c'est votre premier achat. Si la valeur évaluée par la banque, puisque la banque va dépêcher un expert, ce qui s'appelle un shamaï, un expert en valeur immobilière, si l'expert en valeur immobilière évalue la maison à 1,6 million, eh ben vous n'aurez le droit qu'à 75% d'1,5 million, la somme inscrite sur le contrat. Si l'expert en valeur immobilière évalue la maison à 1,4 million, eh ben vous aurez 75% d'1,4 million. Donc, on parle de la valeur la plus basse entre la somme inscrite sur le contrat d'achat ou l'expertise qui va être faite par un expert immobilier. Et donc, c'est pour ça que quand on est juste au niveau des pourcentages de financement, il faut absolument faire une évaluation du bien, de la valeur du bien par un shamaï, ce qui s'appelle une shamaout pratique. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre le financement de la banque. Si on a besoin très précisément de 75% et on n'a pas en réserve d'autre argent, eh ben, on va demander à un expert en valeur immobilière d'évaluer très précisément le bien, parce que sinon, il est possible qu'on n'aille pas jusqu'au bout de la transaction, puisque la banque ne va pas tout financer. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut prendre en considération. Maintenant, ce qu'on fait si on n'a pas assez d'apport personnel. Okay, si on n'a pas l'apport personnel nécessaire, et aujourd'hui, on a de plus en plus de foyers qui n'ont pas suffisamment d'apport personnel. Pourquoi? Parce que les prix de l'immobilier ont augmenté et parce que les taux d'intérêt ont augmenté aussi. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de remédier à ce manque d'apport personnel? Première chose, un prêt à la consommation. Vous pouvez prendre un prêt à la consommation comme complément de financement. Simplement, c'est envisageable que si vous avez de très hauts revenus. Parce que sinon, ça va atteindre votre capacité d'endettement. La banque va regarder si vous êtes capable de financer à la fois le prêt à la consommation et le crédit immobilier. Donc, c'est une solution qui va être valable essentiellement pour les personnes qui ont de hauts revenus, mais pas suffisamment d'apport. La deuxième solution,
c'est hypothéquer un autre bien. Comme Maurice l'a dit tout à l'heure, on peut hypothéquer un bien pour en financer un autre, mais cette possibilité-là a été bloquée par la Banque d'Israël le 6 octobre 2021. Aujourd'hui, elle n'est proposée que par des organismes hors bancaires qui sont essentiellement des compagnies d'assurance. Alors, vous avez toutes sortes de compagnies. Vous avez par exemple Ayalon, vous avez Clal, vous avez une compagnie qui s'appelle Credito, vous avez une autre compagnie qui s'appelle WeCheck. Vous avez donc toutes ces compagnies-là qui sont des compagnies hors bancaires qui vont vous proposer d'hypothéquer un bien pour en acheter un deuxième. Et puis, vous avez aussi des solutions qui sont des solutions hors bancaires. Qu'est-ce que ça veut dire des solutions hors bancaires? Ça veut dire que vous avez des organismes qui vont vous prêter 10% de plus que ce que la loi de la Banque d'Israël vous permet. Ça veut dire que si vous avez besoin de 85% de financement, vous allez pouvoir l'obtenir en passant par deux organismes. Vous allez obtenir auprès d'une banque 75% et vous allez obtenir auprès d'un organisme non bancaire 10% supplémentaires qui vont vous être donnés sur la durée de votre crédit. Et donc ça rend la transaction en fait possible. Parce que si vous prenez un prêt à la consommation, par exemple, de 200 000 shekels, parce que c'est ce qui vous manque, mais que vous le prenez que sur 5 ans ou 7 ans, et bien pendant les 5 ou 7 premières années, vous allez devoir payer énormément de crédit à la consommation plus crédit immobilier. Par contre, si vous passez par une compagnie hors bancaire, et ben ces 200 000 shekels qui vous manquent, on va vous les étaler sur 30 ans. Et donc, ça va vous permettre, pendant 30 ans, d'avoir un crédit qui va être beaucoup plus viable, qui va être beaucoup plus facile à vivre. Donc ça, ce sont les solutions qu'on a au niveau de l'apport personnel. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment, enfin sur l'apport personnel, avant qu'on passe à la partie suivante de la présentation. Alors moi, j'ai une petite question. Oui. Les organismes hors bancaires, comme tu dis, qui prêtent de l'argent, il y a un montant défini? Comment ça se passe en gros, comme ça, sans rentrer dans les détails? Alors, il y a un montant maximum? Non, il n'existe pas de plafond. Alors, le pourcentage maximum de financement qu'on pourra obtenir, c'est 85%. Maintenant, si on veut hypothéquer un bien pour en acheter un autre, la compagnie hors bancaire va vérifier est-ce que ce bien-là est déjà gagé. Au niveau de la tarification, ça veut dire que si vous avez déjà un crédit, par exemple, de la banque Mizrahi sur un bien que vous voulez hypothéquer et que vous voulez faire passer un organisme hors bancaire en deuxième position, et bien forcément, les taux d'intérêt qui vont vous être facturés vont être des taux d'intérêt plus élevés. Puis, ils vont être fonction de la valeur de l'appartement et de la somme restant à payer sur ce bien-là. Donc, si vous voulez, les règles ne sont pas des règles imposées de l'extérieur comme celles de la Banque d'Israël, ce sont des règles de financement interne aux organismes hors bancaires qui vont regarder si vous avez la capacité d'endettement suffisante et est-ce qu'il y a un risque ou est-ce qu'il n'y a pas un risque sur cette transaction. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus souple. Ça va être facturé en fonction du risque qui va être pris. Ok, merci. Voilà. Judith, une question concernant les prêts hors bancaires. Est-ce que quand même la compagnie d'assurance qui va prêter les 10% restants, il faudrait quand même qu'elle respecte le taux d'endettement ou ils ont le droit de faire dépasser aux clients le taux d'endettement de à peu près 35 à 40%? Est-ce qu'ils peuvent le faire passer à 50% par exemple, puisque de toute façon, s'il a des gros revenus, est-ce il peut passer de 33 à 40 ou 45% par exemple d'endettement? Alors, en fait, je pense que la question que vous posez ne concerne en fait que le numéro 4 que j'ai présenté ici. Donc, les solutions de financement à 85%. Alors, ça, en fait, c'est quelque chose de particulier. C'est une solution dans laquelle la compagnie hors bancaire et la banque vont travailler main dans la main. Ça veut dire qu'il y a une transparence et un partage d'informations. En fait, ce qui se passe pour ce genre de dossier, c'est que si je dépose ce dossier, je vais le déposer auprès d'une banque. OK, disons, je ne sais pas moi, la banque Apoalim. Je dépose le dossier auprès de la banque Apoalim, j'obtiens un accord de financement de 75%. La banque Apoalim va me demander, mais d'où vient l'apport personnel? Alors, je vais dire, il y a 15% qui viennent d'une économie, d'une épargne du foyer, mais il y a 10% qui vont être pris en crédit hors bancaire. Une fois que j'ai obtenu l'autorisation de l'Apoalim, je vais aller voir cet organisme de crédit hors bancaire qui s'appelle par exemple WeCheck, c'est celui qui travaille le plus facilement sur ce genre de dossier. Je vais leur présenter l'accord de financement de l'Apoalim et je vais leur dire, est-ce que vous voulez vous positionner pour donner 10% de plus? Et en fait, cet organisme-là va se positionner, mais il va savoir déjà la mensualité que la banque Apoalim demande. Et donc, il va pouvoir aller au-delà des 33-35% normaux, mais il va vérifier que le client est bien capable de rembourser cette échéance-là. Voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est un dossier qui va être fait en transparence. Ce que la banque va dire, c'est que le client va d'abord donner son apport personnel de 15%.
Ensuite, WeCheck va libérer les 10% supplémentaires. Et c'est seulement une fois que les 25% ont été payés au promoteur, disons, que la banque va donner ces 75%. Maintenant, l'intérêt de cette formule-là, c'est que vous n'allez pas payer des taux d'intérêt très élevés sur toute la somme du prêt. Parce que 75%, vous les avez pris auprès d'une banque. Je vous ai donné comme exemple la Poalim. Donc, sur les 75%, vous allez payer des taux normaux. Uniquement sur les 10% supplémentaires, disons 100 ou 150 000 shekels qui vous manquent, vous allez payer des taux légèrement plus élevés. Ok, merci. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai vu qu'il y avait une question qui m'avait été posée par Arié sur le chat sur est-ce que vous pouvez donner des exemples de compagnies hors bancaires. Je crois que je l'ai fait de façon spontanée. On a WeCheck, on a Credito, on a des compagnies d'assurance comme Arel, comme Ayalon, comme Clal. C'est ce genre en fait de compagnies qui donnent ces services-là. Vous pouvez les chercher sur Internet. Et puis si vous marquez Mashkanta Lo Bankaït sur Google, vous allez tout de suite tomber en fait sur les pubs de cet organisme-là parce qu'ils sont très très présents sur le marché en ce moment. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, maintenant, on va parler des revenus, parce qu'en fait, vous avez deux règles. Vous avez deux règles qui limitent la hauteur de votre crédit immobilier. La première règle, c'est l'apport personnel. La deuxième règle, c'est est-ce que vous êtes capable de rembourser ou pas. Qu'est-ce que dit la régulation de la Banque d'Israël? La régulation de la Banque d'Israël dit que la mensualité de votre crédit ne doit pas dépasser environ un tiers de ce qu'on appelle le revenu net disponible. Alors, pourquoi je dis environ un tiers? Parce qu'en fait, la Banque d'Israël dit qu'on peut aller jusqu'à 40%. Ça veut dire que si vous gagnez 10 000 shekels par mois, net, disponible, la régulation de la Banque d'Israël va vous permettre de prendre un crédit dont la mensualité va être jusqu'à 4 000 shekels. Donc 4 000 sur 10 000, c'est exactement 40%. Simplement, comme beaucoup de crédits en Israël sont donnés à des taux variables ou sont sujets à l'inflation, on sait que ces 4 000, c'est juste une mensualité de départ et qu'elle va évoluer. Et donc, les banques sont prudentes. Et comme les banques sont prudentes, la plupart des banques vont vous donner une mensualité qui va être entre 33 et 37% du revenu net disponible. C'est-à-dire que si vous gagnez 10 000 shekels, on ne va pas vraiment vous donner une mensualité de 4 000 shekels. On va essayer de vous faire un montage pour que la mensualité de départ commence entre 3 300 et 3 600, 3 700 shekels. Voilà, c'est à peu près la règle de travail des organismes bancaires. Maintenant, il faut savoir qu'il peut y avoir une différence de pratique. Ça veut dire que quand on fait un dossier de crédit immobilier, on peut taper à toutes les portes. Vous avez des banques qui vont accepter d'aller jusqu'à 37%, vous avez d'autres qui ne vont pas accepter d'aller au-delà des 33%. C'est pour ça que la réponse de banques différentes peut être différente. Et si on est juste au niveau de la capacité d'endettement, on va taper à la porte de plusieurs banques pour savoir si on peut obtenir un crédit un petit peu plus haut. Quelles sont les solutions si les revenus nets disponibles ne sont pas suffisamment élevés? Alors, on a deux solutions qui peuvent être intéressantes. La première solution, c'est faire reconnaître des revenus locatifs. C'est-à-dire que si vous achetez un premier appartement, mais vous n'avez pas l'intention d'y vivre, et que vous allez le mettre en location, on peut faire reconnaître la location future, le rapport locatif futur, comme un revenu de plus du foyer. Donc, ça permet d'augmenter la capacité d'endettement. C'est-à-dire que un conseil que je donne très souvent aux jeunes couples, aux nouveaux foyers qui veulent acheter un appartement, qui ne peuvent pas encore acheter leur résidence principale, qui n'ont pas les revenus suffisants, à ce moment-là, je leur dis, il vaut mieux mettre le pied à l'étrier et rentrer dans le marché immobilier, même si on achète quelque chose qu'on va revendre dans 2 ou 3 ans, et faire reconnaître des revenus supplémentaires. On va choisir un bien déjà livré, pas un bien d'un promoteur qui va être livré dans 5 ans, dans lequel il y a déjà un locataire ou sur lequel on peut avoir une estimation du rapport locatif pour augmenter les revenus du foyer. Donc ça, c'est une solution. Deuxième solution, les garants. On peut en fait utiliser des revenus de garants. Aujourd'hui, la régulation est assez dure sur les garants, puisque aujourd'hui, un garant, ça doit être quelqu'un qui a un lien de parenté direct avec l'emprunteur. Ça veut dire que ça doit être un père, un frère, un enfant, pas un ami. Mais ça nous permet, en effet, de faire reconnaître des capacités d'endettement plus élevées et d'obtenir des crédits pour les personnes qui ont de petits revenus. Cette capacité de remboursement, en fait, comment est-ce qu'on va la calculer? On va prendre certains revenus en compte. Les revenus qu'on va prendre en compte, ce sont les salaires, les retraites, qu'on peut prendre en compte aussi, les dividendes et les revenus locatifs. Vous voyez, vous avez en fait toutes sortes de revenus qui sont pris en compte. Ce qui est important de savoir, c'est que là aussi, on répond à une régulation de la Banque d'Israël. Pour qu'un revenu soit pris en compte, il faut qu'on ait une certaine périodicité. Et la périodicité minimale est de 3. Ça veut dire que quelqu'un qui vient de trouver un nouveau job et qui a un seul bulletin de salaire, on ne va pas pouvoir faire reconnaître ce salaire-là.
il nous faut un minimum de 3 bulletins de salaire, 3 mois d'ancienneté. Si vous êtes indépendant et que vous avez ouvert une entreprise il y a 3 mois, comme le seul document qui fait foi, c'est l'avis d'imposition, on aura beaucoup de mal à faire reconnaître le revenu de quelqu'un qui est indépendant et qui travaille que depuis 3 mois. Il va nous falloir l'avis d'imposition de 2020, l'avis d'imposition de 2021, une déclaration comptable sur les revenus de 2022. Toujours une périodicité de 3. Ça veut dire que si vous avez l'intention d'acheter une maison et qu'aujourd'hui vous êtes salarié, surtout ne devenez pas indépendant 3 mois avant la demande de crédit parce que le crédit, vous ne l'obtiendrez pas. Si vous êtes indépendant, il nous faut 3 ans de revenus reconnus. La même chose pour les dividendes. Ça veut dire que des particuliers qui vont se tirer des dividendes de façon exceptionnelle, par exemple, qui vont avoir des dividendes que en 2021, mais il n'y en a pas eu en 2020, il n'y en aura pas en 2022, on ne pourra pas faire reconnaître ces dividendes-là par la banque. Il nous faut une périodicité de 3. Donc, retraite, salaire, dividendes, revenus locatifs, 3 mois de location minimum, qu'on puisse les faire reconnaître. Maintenant, ce que je vous disais, c'est qu'on parlait des revenus nets disponibles. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot disponible? Disponible, ça veut dire qu'on va déduire des revenus des crédits. Parce que si la personne qui demande un crédit immobilier a déjà des crédits à la consommation sur une voiture, sur un voyage qu'elle a fait, etc., ben, la banque va déduire des revenus le crédit à condition que ce crédit-là ait une durée de plus de 18 mois. C'est-à-dire que s'il vous reste un leasing sur une voiture de 6 mois, on ne va pas le prendre en compte, on va prendre vos revenus nets. Par contre, si le leasing sur la voiture que vous avez pris, il est sur 24 mois et que vous gagnez 10 000 shekels, que votre mensualité de leasing, c'est 1 500, eh ben, on va calculer votre capacité d'endettement sur 10 000 moins 1 500 shekels qui vont être déduits parce que vous avez un leasing sur 24 mois sur une voiture et donc ça va empiéter votre capacité de remboursement. Donc ça, c'est les règles au niveau des revenus. Quelques mots sur les Olim. Est-ce qu'il existe des avantages pour les Olim Khadashim? Eh bien, en fait, très, très peu. Il y a très, très peu d'avantages. Un olé, c'est quelqu'un qui a fait son alia et n'a jamais eu accès à la propriété. Et en fait, la seule chose qui existe pour les Olim Khadashim, c'est ce qui s'appelle la Alvaad Zakaout. Et une Alvaad Zakaout, c'est en fait un crédit qui va être donné par l'État à des conditions qui sont des conditions préférentielles. On appelle ça le prêt Zakaout ou la Alvaad Zakaout. Elle est possible, en fait, il est possible de l'obtenir uniquement sur le premier achat. Ça veut dire que si vous avez fait votre alia, vous avez déjà acheté un bien que vous n'avez pas utilisé et que vous faites un deuxième achat, eh ben, il n'est pas possible d'utiliser ce prêt Zakaout pour un deuxième achat, uniquement sur la première acquisition. En fait, qu'est-ce que c'est que ce prêt Zakaout? C'est une somme qui va être décidée par l'État en fonction de votre situation socio-économique, qui va vous être prêtée à un taux fixe. Ce taux fixe, il va être indexé à l'inflation, mais en fait, il va être à 1,5% dessous du taux moyen du marché. Ça veut dire que la Banque d'Israël publie les taux moyens du marché. Vous avez une réduction d'un 1,5% par rapport au taux du marché. Donc, c'est le prêt Zakaout. Alors, l'intérêt de ce prêt-là, c'est que vous pouvez le rembourser à tout moment, sans aucune pénalité de remboursement anticipé. Ça veut dire que vous avez de l'argent, ben, vous pouvez l'injecter sur ce prêt-là et vous n'allez pas être pénalisé. Et la chose de plus qui est intéressante sur le prêt Zakaout, c'est qu'il s'agit d'une garantie. Pourquoi une garantie? Parce que si, Chasvé Shalom, vous ne remboursez pas votre crédit, eh ben, pour vous faire la saisie de votre maison et vous expulser, eh ben, il va falloir qu'une commission intergouvernementale se rassemble et essaie de trouver des solutions. Donc, à partir du moment où vous avez un prêt Zakaout sur votre bien, la procédure devient beaucoup plus lourde, beaucoup plus longue, et donc ça vous donne une garantie. Personne ne sait de quoi la vie est faite. On a passé 2 années de Corona, donc il peut arriver que des familles aient des difficultés à rembourser leur crédit, et le prêt Zakaout leur donne en fait une certaine sécurité, puisqu'ils ne vont pas être si vite, en tout cas la procédure ne va pas être mise en place de façon aussi rapide. Donc moi je recommande, pour tous ceux qui n'ont pas utilisé leur prêt Zakaout, de l'utiliser, même s'il ne s'agit pas d'une réduction très importante, même si c'est seulement 1,5%, plus pour des raisons de garantie que pour autre chose. Alors, je vois la question d'Arié là sur le chat. Est-ce que le prêt Zakaout a pour but d'augmenter l'apport de départ? Non. Non, ça veut dire que ça ne va pas transformer l'apport personnel. Parce que si je reprends mon exemple d'achat d'une maison à 1 million, il nous faut 250 000 shekels d'apport personnel. Le prêt Zakaout, ça fait partie des 75% de financement. Ça ne vous permet pas d'avoir moins d'apport personnel. C'est simplement sur ces 75% de financement que vous allez demander, eh ben, vous avez une somme qui va être subventionnée à 1,5% en dessous des taux du marché. Ça ne permet pas de réduire en fait l'apport personnel. D'accord, merci.
Voilà. Alors, maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Quelle est la somme auquel vous avez droit? En fait, il ne s'agit pas de grandes sommes. Okay, je vous le dis, vous allez voir tout de suite le tableau que je vous ai présenté. Globalement, vous allez avoir une somme de plus en plus élevée en fonction du nombre de points que vous allez cumuler. Ce qui va vous donner des points, d'abord être au lait ou pas au lait. Ensuite, est-ce que vous avez fait un service militaire ou un Shirut Leumi? Combien de mois a fait chacun des membres du foyer? Combien d'enfants vous avez? Combien de frères et sœurs vous avez? Et depuis combien de temps vous êtes mariés? Parce que globalement, la régulation, en tout cas l'État d'Israël, dit si on a des couples qui sont mariés depuis longtemps, qui n'ont jamais eu accès à la propriété, qui sont en ligne, qui font partie de familles nombreuses, donc les parents n'ont pas pu les aider, et bien ceux-là ont le droit à plus de points, et donc ceux-là auront une somme de zakaout qui soit légèrement plus importante. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Vous voyez, vous avez ici le tableau en fonction du nombre de points que j'ai pris sur le site du ministère du Logement. Et bien, la somme maximale auquel vous pouvez prétendre, c'est 161 000 shekels. Okay, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète une maison, le crédit moyen est environ de 800 000 shekels. Donc, vous voyez que vous allez avoir 161 000 shekels au maximum à tarif réduit. Alors, je crois qu'il y a une autre question sur le chat. Alors, est-ce que Olé Khadash, c'est 10 ans? Non. En fait, là, non, on n'a pas de limite d'année. Tous ceux qui ont une Teudat Olé, qui ont fait leur alia et qui n'ont jamais eu accès à la propriété, peuvent obtenir ce prêt zakaout sur leur premier achat. Ça veut dire que ce n'est pas limité à 10 ans. Au contraire, c'est-à-dire que plus d'années se sont passées, plus vous avez le droit à l'aide, puisque vous êtes immigrant, vous n'avez pas réussi à acheter, donc l'État veut vous encourager et vous aider à acheter. Donc là, on n'a plus du tout cette limite-là des 10 années. Maintenant, les Olim Khadashim qui montent dans un couple avec 1 ou 2 enfants, et généralement, la somme, elle est entre 110 et 150 000 shekels. Donc, la plupart des dossiers que je fais, pour un couple, disons, quand c'est une personne qui est seule, c'est différent, ou c'est un olé qui se marie avec un Israélien, c'est moins important. Mais pour les couples d'Olim Khadashim, c'est entre 110 et 150 000 shekels, plus ou moins. Donc, on se trouve quand même assez haut dans le tableau et dans les aides qu'on peut obtenir. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à ce qui est essentiel. Okay, donc, on va parler du montage. Qu'est-ce que c'est que ce montage financier? Comment le faire et quels sont les facteurs qui vont affecter le montage financier? Alors, ce qui est particulier dans le système israélien, c'est que lorsque vous allez faire un crédit, vous allez pouvoir le construire en plusieurs volets. Que vous n'allez pas à la française prendre tout votre million de shekels, un taux fixe, et donc vous n'allez pas avoir une mensualité qui ne va pas bouger. Vous pouvez composer en fait votre crédit de plusieurs volets. Et lorsque vous allez choisir des volets, il existe en Israël des volets qui ont des taux d'intérêt variables, des volets qui ont des taux d'intérêt fixes. Vous avez des volets qui vont être indexés au coût de la vie, donc indexés à l'indice des prix de la consommation, d'autres qui ne seront pas indexés. Donc en fait, quand on choisit un crédit immobilier, il faut faire attention à ces deux variables-là. Est-ce que les taux d'intérêt vont varier ou est-ce qu'ils sont fixes? Et est-ce que les sommes que j'ai empruntées sont indexées au coût de la vie, oui ou non? Et c'est à vous de monter votre dossier en fonction du niveau de risque que vous voulez prendre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez prendre de la variabilité, plus la mensualité de départ va être basse, que c'est vous qui prenez le risque. Mais plus vous allez prendre de la stabilité, plus vous allez la payer, cette stabilité, comme si vous achetez une assurance. Et dans le système israélien, en fait, c'est ce qu'il faut expliquer aux clients, il faut bien faire la différence entre mensualité de départ et coût total du crédit. Ça veut dire qu'il y a quelques années, lorsque les particuliers prenaient un crédit, ils étaient moins conscients. Quand ils comparaient des propositions de plusieurs banques, ils regardaient auprès de quelle banque ils payaient le moins possible. Et donc, ils ne regardaient qu'une seule valeur, la mensualité de départ. Et la mensualité de départ, elle ne veut rien dire. Que si vous avez pris du taux variable et si vous avez pris du taux indexé, vous allez commencer votre crédit à 3 000 shekels, mais il est très possible que dans 15 ans, vous soyez à 7 000 shekels. Et peut-être que cette formule-là, elle va être beaucoup plus chère. Notre formule, vous allez payer 4 000 shekels tout au long du crédit. Donc, c'est pour ça qu'il faut deux variables, deux valeurs, savoir choisir votre crédit immobilier et la mensualité de départ et quel est le coût total du crédit. Et ce qui s'est passé dans ces derniers mois, depuis le mois d'août de l'année dernière, c'est que la Banque d'Israël a obligé les banques, aujourd'hui, lorsqu'elles font une proposition de financement, donc sur les accords de principe, à signaler quelle est la mensualité de départ et quel est le coût total du crédit. Que justement, les particuliers puissent comparer des différentes propositions et comprendre que s'ils paient bas au départ,
ils peuvent le payer cher au fur et à mesure de l'avancée du crédit. Et donc, il faut que ces chiffres-là soient apparents, que les clients les voient. Et je vous ai donné un petit peu plus tard, vous le verrez dans la présentation, un exemple d'accord de principe de financement pour vous montrer où se trouvent ces données-là. Donc, on a ces différentes formules. Alors, lorsqu'on regarde les taux variables fixes, alors au niveau des formules, on a le fixe non indexé. Le fixe non indexé, c'est la formule à la française. Vous allez avoir une mensualité qui ne va pas bouger du tout au long de votre crédit. On a fixé le taux d'intérêt et on n'est pas dépendant de l'indice des prix à la consommation. Deuxième possibilité, vous allez avoir des taux variables de très court terme. Les taux variables de très court terme, c'est par exemple prendre du prime. Alors, je suppose que vous avez tous entendu parler du prime. Le prime, c'est le taux directeur de la Banque d'Israël, plus une marge de 1,5%. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on appelle ce prime-là variable de court terme? Parce que la Banque d'Israël peut décider tous les mois de le changer. Et je vais vous montrer la courbe du prime. Attendez, je vais vous la montrer. Ben voilà, on en parle. Vous voyez l'évolution du prime. Et ben, le prime, si vous regardez ce qui s'est passé ces dernières années, de 2014 jusqu'à 2021, okay, donc pendant 7 ans, il a été extrêmement stable. Et il était à 1,6%. Et donc, si vous voulez, les gens pensaient que le prime, ce n'était pas de la variabilité de court terme puisqu'il n'a pas bougé pendant 7 ans. Mais en fait, tous les mois, la Banque d'Israël peut décider de le changer. Ce qui a changé, si vous voulez, dans le contexte actuel, c'est que depuis 6 mois, tous les mois, la Banque d'Israël a rehaussé son taux directeur. Et donc, cette variabilité de court terme, elle a été sentie par les particuliers qui voient leur mensualité augmenter de mois en mois. Alors, la dernière décision qui a été prise, elle a été prise le 24 novembre 2022, et on est aujourd'hui à un niveau de prime de 4,75%. Vous voyez? Maintenant, 4,75%, les gens paniquent et disent c'est extrêmement élevé. Je vous ai donné ce tableau-là pour vous montrer qu'en fait, le 1er juin 2011, on était exactement au même niveau de 4,75%. Ça veut dire que ce n'est pas un taux historique que l'État d'Israël n'a jamais dépassé. Okay, nous avons déjà eu des cours de prime si élevés, donc en 2011. Il avait bien baissé, il est resté très stable pendant une très longue période, et là, on est remonté à 4,75. Vous voyez en fait que la rehausse a été extrêmement rapide, puisque je vous ai donné les 3 dernières décisions de la Banque d'Israël. En août, on était à 3,5, en octobre, on est monté à 4,25, et en novembre, on est monté à 4,75. Alors, Judith, une petite question. Oui. Ça peut augmenter jusqu'où, ça, justement? Il n'y a pas de limite? C'est justement ce que je voulais dire. Alors, jusqu'où ça peut monter? C'est un petit peu ce que tout le monde se demande. Jusqu'où ça peut monter? Alors, d'abord, on ne sait pas. Les prévisions, les analyses disent que ça peut prendre encore au cours de l'année 2023 1,5% de plus. Ça veut dire qu'on arriverait à 5,25. On est arrivé assez au bout du chemin. Si vous voulez, on a eu beaucoup d'augmentations successives. On pense qu'on est arrivé au bout, mais ce n'est pas dépendant que de nous. Ça veut dire que le taux directeur de la Banque d'Israël va évoluer aussi en fonction de ce qui se passe sur les marchés mondiaux. Et en fait, on voit qu'à la fois la Banque fédérale américaine, la Banque européenne, la Banque de Grande-Bretagne ont rehaussé leur taux directeur. Et donc, si la dynamique internationale est à la hausse des taux directeurs, eh ben, le pays d'Israël est obligé de suivre. Il est obligé de suivre parce que sinon, ça a une influence sur la valeur de notre monnaie. Et donc, ça a une influence sur nos exportations. C'est pour ça que nous, a priori, la Banque d'Israël a dit on n'augmentera pas trop, ou en tout cas 0,25, 0,50% au courant de l'année 2023. Mais s'il y a une décision extrême qui est prise par la Fed américaine ou par la BCE européenne, ben forcément, on peut être amené à être tiré en avant et à augmenter aussi nos taux directeurs. Donc, il y a quelque chose d'incertain. Maintenant, pour en revenir, si vous voulez, à cette dynamique de tous ceux qui ont pris un crédit, vous imaginez bien que si en 2017, en 2016, ce taux il était à 1,6 et qu'il est passé à 4,75, et ben, si les gens ont pris 500 000 shekels au prime, ben, ils ont vu une augmentation, si vous voulez, de 3% sur leur prime, ce qui est énorme au niveau des mensualités. La mensualité moyenne en Israël a augmenté en 6 mois de 800 shekels par mois. Okay, et quand je vous dis 800 shekels par mois, c'est pour des familles qui ont pris environ 1 million de shekels de crédit. Maintenant, vous avez des familles qui ont 1,5 million, 2 millions, et qui voient leur mensualité augmenter de 1 500, 2 000 shekels par mois. Et donc, ça devient pratiquement invivable. Mais il y a moyen que ça baisse, Judith, parce que tu ne me rassures pas du tout là. Désolée. Je suis carrément je suis dans ce cas en ce moment et je pète un câble. Et voilà, alors,
Alors, en fait, c'est ce qui s'appelle la variabilité de court terme. C'est-à-dire que sur la variabilité de court terme, vous ne recevez pas de courrier. Okay, c'est pour ça que, Laurie, tu me dis que tu stresses, parce que du jour au lendemain, vous allez découvrir sur votre relevé bancaire que votre mensualité a augmenté. Que c'est du court terme, la banque ne doit pas vous envoyer un courrier en vous disant, vous savez, les taux ont monté. Alors, la bonne nouvelle pour le prime, c'est que quand le prime augmente, la mensualité augmente. Quand le prime descend, la mensualité redescend. Ça veut dire que ce n'est pas comme une indexation de l'inflation. Ah oui, oui, j'ai compris, mais est-ce qu'il va baisser ce prime? Il va baisser, oui, il va baisser parce que l'économie est cyclique. Il va baisser. La question, quand est-ce que ça va commencer à baisser? Est-ce que ça va baisser en 2023 ou en 2024? C'est-à-dire qu'on pense que d'ici un an et demi, on va recommencer à redescendre, si vous voulez, de façon très progressive. Maintenant, pour savoir combien ça va baisser et quand, eh ben, ça dépend en fait de la vitesse à laquelle l'inflation va être restreinte. Et en fait, on va voir tout de suite les données de l'inflation. Le but de la Banque d'Israël, c'est d'augmenter les taux directeurs pour lutter contre l'inflation. Maintenant, si cet outil-là n'est pas efficace, eh ben, on ne va pas pouvoir arrêter d'augmenter le prime. Donc, il faut voir en fait si on arrive ou pas à freiner cette inflation ou pas. Mais en fait, je n'arrive pas à comprendre le rapport. Bon, je suis un peu nulle en la matière, mais je ne vois pas le rapport. Comment nous, on va arrêter l'inflation? C'est-à-dire, comment ça, en augmentant les prix, bloque. Enfin, explique-moi un petit peu d'économie. Je vais essayer de l'expliquer de la façon la plus simple. Possible. Si vous voulez, quand la Banque d'Israël augmente ou baisse ses taux directeurs, ce n'est pas du tout à cause de l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est une problématique d'État d'Israël, mais ce n'est pas la problématique principale. Donc, en fait, ce que la Banque d'Israël veut, c'est une stabilité macroéconomique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, je vais vous montrer les taux d'inflation, puisque je les ai préparés aussi. Vous voyez, ce qui s'est passé, en fait, depuis le post-corona. Vous voyez, on a une augmentation des prix. Okay, et si on regarde ce qui se passe sur la moyenne de 2022, donc la moyenne des 12 derniers mois, les prix ont augmenté en moyenne de 4,6%. Maintenant, quand les prix augmentent, c'est un problème pour les foyers parce que les salaires n'augmentent pas de 4,6%. Donc, le pouvoir d'achat est affecté. Maintenant, on ne peut pas dire que les prix ont augmenté avec cette vitesse-là tout le temps. Si je prends la moyenne des 3 dernières années, on était à 2,13% par an. Si je prends la moyenne des 5 dernières années, l'inflation était à 1,58% par an. Donc là, si vous voulez, on est dans une période post-corona. En fait, beaucoup de personnes ont restreint leur niveau de consommation pendant le corona parce qu'il y avait une instabilité d'emploi et parce qu'on ne savait pas où on allait. Et puis, il y avait aussi des fermetures, donc les gens n'achetaient pas. Et quand l'économie s'est à nouveau ouverte, ben, les gens ont voulu rattraper le temps perdu, si vous voulez. Donc, acheter tout ce qu'ils n'avaient pas pu acheter pendant 2 ans de corona. Mais sur le marché, les marchandises, si vous voulez, l'offre n'a pas réussi à suivre. Donc, quand on a plus de demandes que d'offres, quand il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter des voitures, mais il n'y a pas assez de voitures sur le marché, ce qui se passe pour le prix des voitures, ben, il augmente. Donc là, si vous voulez, l'augmentation des prix est venue du fait qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui veulent acheter que de produits disponibles sur le marché. Donc, c'est là qu'interviennent les taux d'intérêt. Ça veut dire que si la Banque d'Israël rehausse ses taux d'intérêt, ben, les crédits vont être plus chers. Donc, les gens ne vont pas acheter à crédit pour pouvoir acheter des biens. Et donc, ça va restreindre la demande. Parce que la plupart des gens vont payer à crédit par carte bleue ou prendre des prêts à la consommation pour financer des voyages, des voitures, etc. À partir du moment où on rehausse les taux d'intérêt, ça va faire baisser la demande parce que les gens ne pourront plus se permettre d'acheter des voitures à crédit et donc ça va faire baisser les prix. Donc, c'est un petit peu ça la logique. On augmente les taux d'intérêt, non seulement parce que les crédits vont être plus chers, mais aussi parce que ceux qui ont ou ceux qui peuvent économiser de l'argent, ben à la place de le dépenser, ils vont l'économiser. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que si vous regardiez les taux d'intérêt ou les rendements que vous aviez il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans sur ce qu'on appelle le PACAM, vous savez, ben, c'était rien du tout, vous aviez 0,1%. Aujourd'hui, on commence à voir que sur l'épargne, on a des rendements. Okay, donc, ça encourage les gens à épargner, à acheter, et c'est ce qui va freiner l'augmentation des prix. Alors, c'est sûr que cette inflation de 4,6%, moi, je voulais distribuer à la période post-corona, mais ce n'est pas que ça. Ça veut dire qu'on a la guerre en Ukraine, on a l'augmentation des prix du transport, on a l'augmentation des prix des matières premières. Donc, on a en fait ici un cumul de facteurs qui sont des facteurs mondiaux, okay, qui font qu'on a beaucoup d'inflation dans tous les pays du monde. Et pour vous rassurer, je peux vous dire que l'inflation en Israël est relativement basse. On parle en Europe de 8% d'inflation, aux États-Unis de 9% d'inflation à l'année. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si la Fed, la Federal Bank et la Banque européenne rehaussent leur taux d'intérêt parce qu'eux, ils ont une inflation délirante, et bien nous, on va être obligés de suivre.
que notre shekel ne soit pas trop impacté. Okay, donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas trop où on va, parce que ça dépend d'une dynamique globale. Voilà, donc je reviens un petit peu en arrière parce que j'ai avancé au niveau des dynamiques. Si vous voulez, vous avez donc deux choses qui peuvent varier dans votre crédit immobilier, l'indexation et le taux d'intérêt, donc ce qui est le prime. Donc, quand vous allez choisir un crédit immobilier, il va falloir que vous évaluez le niveau de risque. Il va falloir que vous décidiez, est-ce que vous voulez avoir des mensualités très stables mais beaucoup plus chères, ou est-ce que vous voulez avoir des formules intermédiaires où vous allez faire une partie en prime, une partie en taux qui va être un taux fixe, ou un taux que vous allez fixer sur une période intermédiaire. Vous pouvez prendre aussi un taux qui s'appelle un taux variable à 5 ans, un taux variable à 10 ans, et donc vous vous êtes fixé une période de stabilité de 5 ans ou de 10 ans qui va vous permettre d'injecter de l'argent ou de renégocier une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est pour les différentes formules. Qu'est-ce que dit la régulation? Alors, la régulation, elle a changé le 17 janvier 2021 et aujourd'hui, en fait, elle n'a une seule exigence, que le crédit comprenne au minimum un tiers de fixe. Donc, en fait, c'est ce que demande la régulation, c'est-à-dire qu'il y ait un minimum de stabilité, on ne peut pas prendre tout au prime. On est obligé de prendre un minimum de un tiers de fixe. C'est-à-dire que ceux qui veulent prendre 100% de fixe peuvent le faire. Ceux qui veulent prendre 50% de fixe, 50% de variable peuvent le faire aussi, mais on ne peut pas prendre que du prime ou que du variable de court terme. Donc ça, c'est ce qui va nous être imposé par régulation depuis le 17 janvier 2021. Pour rebondir sur ce que Orit avait dit tout à l'heure à propos du prime, est-ce que ça peut baisser ou pas? Moi, j'ai fait des dossiers à des clients en 2008. Et en 2008, cette régulation-là, elle n'existait pas. Ça veut dire qu'en 2008, vous pouviez prendre tout votre crédit au prime. Je me rappelle que j'ai accompagné des clients en leur faisant un dossier intégralement au prime. Et le prime en 2008, il était aux alentours de 3,5%. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de 2008 à 2017, 2018, il l'a fait baisser. Donc, si vous voulez, j'ai fait des dossiers de crédit à des clients, j'avais une mensualité de départ de 4 000 shekels qui était uniquement dépendante du prime. Pendant 10 ans, ces gens-là ont vu leur mensualité baisser de mois en mois, de mois en mois, parce qu'après la crise économique de 2008, la Banque d'Israël n'a fait que faire baisser son prime jusqu'à ce qu'il arrive à 1,6 et qui reste tout à fait stable jusqu'en 2021. Donc oui, ça aussi, ce sont des conjonctures qui existent. Sur le prime, on peut aussi voir de bonnes surprises des fois et avoir une baisse de remboursement. Voilà, je vais un petit peu avancer. Donc le prime, on l'a défini. L'inflation, on l'a défini aussi. Okay, puisque si on prend un taux qui va être indexé à l'inflation, on va nous rajouter à la variabilité du taux, on va nous rajouter le pourcentage d'inflation. Donc ça aussi, ça va augmenter le coût du crédit. Alors, ce que je vous montre sur ce slide-là, c'est est-ce que c'est bien le moment de faire un crédit? Et je vous montre en fait les différences de taux entre ce qu'on appelle les taux d'intérêt qui vont être indexés à l'inflation et les taux d'intérêt qui vont être non indexés à l'inflation. Donc, on va regarder, si vous voulez, le tableau qu'on a à gauche. Okay, et vous allez voir en fait l'évolution des taux d'intérêt depuis avril 2022. Okay, on voit en fait à peu près les 6-7 mois qui sont passés. Et si vous regardez en fait la colonne, qui est en fait la colonne de gauche, ça c'est le taux fixe non indexé, c'est le taux à la française. C'est le taux que vous allez payer si vous voulez que vos mensualités soient tout à fait stables. Et si vous regardez en fait la ligne d'en bas, vous voyez qu'en avril 2022, on était à un taux de 3,71. Et on voit que tous les mois, okay, à cause de la rehausse du taux directeur de la Banque d'Israël, les taux fixes aussi ont augmenté. Ça veut dire qu'en juin, on est passé à 4,28. Et si on regarde ce qui se passe en septembre, on était à 4,69 et on a passé en décembre la barre des 5%. Ça, c'est le taux moyen okay, sur un crédit de 30 ans, des taux qui vont être non variables, non indexés. Donc, on voit bien en fait qu'on a une grosse augmentation des taux. Ça veut dire que ceux qui ont pris leur crédit en 2021 ont eu des taux qui étaient encore aux alentours de 3,5-4%. Si vous prenez un crédit aujourd'hui, vous allez avoir un taux beaucoup plus élevé qui est aux alentours de 5%. La colonne du milieu que vous avez, ce sont les taux d'intérêt qui vont être fixes. Donc, on ne va pas avoir de variabilité comme sur le prime, mais indexés à l'inflation. Et là, vous voyez qu'on parle de taux qui sont beaucoup plus bas. Si je prends par exemple ceux de décembre 2022, on est à 3,52. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez devoir rajouter l'inflation à ce taux-là. En fait, si vous prenez un taux d'intérêt qui va être indexé, la banque dit
3,52, c'est le prix de l'argent. Maintenant, si l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année 2022, il est de 1,5%, et ben on va vous rajouter 1,5% ou 3,5%. Donc, vous allez payer 5%. Si l'indice à la consommation, il est à 4,5% comme il est aujourd'hui, ben vous allez rajouter 4,5 à 3,5 et donc vous allez arriver à pratiquement 8% de taux d'intérêt réel qui va être payé. Donc, c'est pour ça que ces taux d'intérêt, ils sont attractifs parce qu'on a l'impression qu'ils sont bas, mais si la tendance à l'inflation se poursuit, eh ben, ils vont augmenter en fait de façon progressive. Et c'est ce qui explique l'augmentation des mensualités de crédit ces derniers mois, puisqu'on a deux facteurs qui sont cumulés, le facteur prime et le facteur inflation. Et la plupart des clients ont pris un volet inflation, un volet prime, et donc à cause du cumul des deux, on a une augmentation. Alors après tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a un moment d'acheter ou pas? Est-ce que vous en pensez? Excusez-moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Oui, le rebit, Mahmoud, c'est tous les combien de temps qui revoit, on va dire, qui rajoute l'inflation? C'est à la fin de l'année? C'est quoi la périodicité? C'est moi. En fait, vous allez avoir ce qui s'appelle le Bureau central des statistiques israélien publie son indice des prix à la consommation tous les 15 du mois, sur le mois qui est précédé. Et donc, en fait, tous les mois, vous allez avoir une réajustation, si vous voulez, un réajustement de votre mensualité de crédit. Que si vous regardez en fait vos relevés bancaires, il y a deux choses qui vont être, si on parle de l'indexation à l'inflation, il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. D'abord, que la mensualité va augmenter. Elle va augmenter exactement de la hauteur du Madad du mois. Donc, généralement, même si on est à 4,6% par an, le dernier Madad, il a augmenté seulement de 0,3%. Donc, vous allez voir, par exemple, sur le mois de novembre, que votre mensualité, sur le volet indexé, va augmenter de 0,3%. Mais ce qu'il y a de plus inquiétant avec l'inflation, c'est que toute la somme du restant est indexée à l'inflation. C'est-à-dire que si vous devez 1 million de shekels et que l'inflation moyenne de l'année est de 4%, même si vous avez remboursé des mensualités tout au long de l'année, eh bien, on va vous rajouter 4% de la somme à rembourser parce que la banque a pris un taux qui est indexé, elle veut se garantir en fait le coût de la vie. Donc, c'est ça qui est un petit peu dangereux dans les formules indexées. D'accord ? Ok, donc en fait, je reviens sur ma question. Alors, est-ce que c'est bien le moment de faire un crédit ou pas? Alors, je crois que si on regarde par rapport au cycle, si vous voulez, de l'économie, c'est sûr qu'on se trouve à un point où les taux d'intérêt sont pratiquement au plus haut. Maintenant, si on regarde les prix de l'immobilier en Israël, on sait que sur la dernière année, les prix de l'immobilier ont augmenté sur l'année, enfin après ça dépend forcément des zones géographiques, de plus de 5%. Okay, ça veut dire que si vous voulez acheter, que vous avez aujourd'hui suffisamment d'apport personnel pour acheter un bien, je ne crois pas qu'à cause d'un taux à 5%, qu'il faille renoncer en fait à l'achat ou au fait de se positionner sur le marché de l'immobilier. Parce que il faut savoir que ces crédits-là, c'est les crédits que vous allez pouvoir racheter. Ce qu'il faut faire de façon intelligente, c'est faire un montage qui va vous permettre de racheter ce crédit dès que la tendance des taux d'intérêt se remettra à la baisse sans pénalité de remboursement anticipé. Donc, ce qui est important, ce n'est pas de dire non, je ne fais pas de crédit parce que les taux sont trop élevés, mais oui, je rentre sur le marché immobilier parce que je achète dans une zone où les prix vont augmenter. Donc, si je n'achète pas maintenant, je ne sais pas si dans 1 an, dans 2 ans, j'aurai suffisamment d'apport personnel pour pouvoir réaliser mon achat. Donc, je préfère aujourd'hui prendre ce bien-là. Je sais que les taux ne sont pas très favorables aujourd'hui, mais je vais mettre en place une stratégie pour que dès que les taux baissent, d'ici 1 an et demi, 2 ans, je puisse racheter mon crédit et je puisse refaire baisser les taux puisqu'on prend un crédit généralement sur 20-25 ans et on ne regarde que la dynamique à 1 an et demi, 2 ans. Maintenant, forcément, il faut que les revenus suivent et qu'on soit capable d'assumer cette année et demie ou ces 2 ans avant que les taux se remettent à la baisse. Voilà, donc si vous voyez aujourd'hui, en fait, l'écart entre le fixe indexé et le fixe non indexé, il est aux alentours de 1,5%, qui est très, très, très loin par rapport, si vous voulez, aux estimations de l'inflation sur ces dernières années. La dernière chose que je voudrais vous montrer, en fait, c'est la réforme qui a eu lieu en août de transparence bancaire qui a été imposée, en fait, par la Banque d'Israël. Et je vous avais parlé tout à l'heure de la mensualité de départ. Et je vous avais parlé aussi du coût total du crédit. Et là, c'est ce que je vous montre en vous montrant un accord de principe classique. Okay, forcément, il n'y a aucune donnée personnelle sur cet accord de principe.
Mais ce que la Banque d'Israël a exigé dans le cadre de la transparence bancaire, c'est qu'on propose aux clients 3 formules différentes de crédit. Et donc, c'est pour ça que vous avez le SAL numéro 1, le SAL numéro 2 et le SAL numéro 3. Et sur ces 3 formules-là, vous allez avoir des taux d'intérêt différents, des mensualités de départ différents et un coût total du crédit différent. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment sont construits ces volets-là. La première option, qui s'appelle le SAL Ahid 1, c'est en fait, les 3 options sont imposées par la Banque d'Israël pour que les clients puissent comparer ces 3 données-là. Donc, la première option, c'est de prendre à la française à un taux fixe qui est en fait non indexé, ce qui veut dire que la mensualité ne va pas bouger d'un centime. Et là, si vous voulez, ce qu'on a proposé à mon client, c'est un crédit sur 360 mois, donc sur 30 ans. Il s'agit d'un crédit de 3 150 000 shekels, c'est pour ça que les remboursements sont très importants, à 5,37%, et on vous dit, voilà, la mensualité de départ est de 17 374 shekels. Maintenant, si vous voulez savoir quelle est la somme totale remboursée, je vous dis que le client prend aujourd'hui 3 150 000. La somme totale remboursée, c'est la dernière ligne du tableau. La personne va rembourser en 30 ans 6 254 000 shekels. Ça veut dire qu'elle va payer plus de 3 millions d'intérêts sur ce crédit-là. Donc ça, si vous voulez, c'est la première formule. La deuxième formule, elle est organisée de cette façon-là. On vous dit, on peut aller sur une formule qui est une formule de 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc on va répartir nos risques en mettant 1 tiers fixe non indexé, donc on va prendre 1 tiers de stabilité, 1 tiers qui va être indexé au prime, okay, donc il va dépendre des variations du taux d'intérêt de la Banque d'Israël, et 1 tiers qui va être fixé sur 5 ans, mais qui va être sujet à l'inflation. À ce moment-là, si vous voulez, si vous prenez sur la même durée de 360 mois, vous voyez que la mensualité de départ, elle est plus basse. On est à 15 801 shekels. Et moi, quand j'accompagne des clients, je leur dis combien est-ce que vous voulez payer par mois. Ça veut dire que si vous voulez acheter de la stabilité, vous allez payer 17 374 shekels. Mais si vous voulez prendre de la variabilité, vous allez commencer avec une mensualité beaucoup plus basse, de 15 801 shekels. Dans ce tableau-là, vous avez une information qui est très intéressante. On vous dit, mais jusqu'où peut monter cette mensualité-là? C'est vrai que je commence à 15 800, mais jusqu'où ça peut monter? Jusqu'où ça peut monter en fonction de quoi? En fonction des évaluations de la Banque d'Israël sur les tendances d'inflation, les tendances de taux directeur. Bien sûr, la Banque d'Israël n'est pas devin, elle ne vous le garantit pas, mais elle a sur son site des projections et les banques vont prendre en considération ces projections-là. Donc, si vous voyez là, le client, quand il reçoit ce document, il comprend de quoi il s'agit. Il comprend qu'il commence avec une mensualité de 15 801 shekels, mais que cette mensualité, elle va être grimpante et qu'elle peut arriver jusqu'à 21 202 shekels. Et donc, si je réponds à la question d'Aurélie tout à l'heure, mais jusqu'où ça peut aller, quand vous prenez ce choix-là, quand vous choisissez ce produit-là, vous savez jusqu'où ça peut monter au maximum. Et c'est pour ça qu'il y a 5 ans ou même il y a 1 an avant la réforme d'août, quand les personnes devaient choisir entre 2 propositions, est-ce que je paye 15 800, mais ça va monter, je ne sais pas combien, ou est-ce que je paye 17 000, tout le monde choisissait 15 801 shekels parce que c'était moins cher et personne ne pouvait imaginer jusqu'où ça pouvait monter. Maintenant, si vous regardez le coût total du crédit, et c'est ça qui est intéressant, vous voyez que sur cette formule-là, vous commencez peut-être à 15 000 shekels, mais vous allez rembourser en tout 6 600 000 shekels. Ça veut dire que la différence entre les deux, si je la calcule, c'est une différence de 350 000 shekels de plus qui vont être payés en intérêt sur 30 ans. Donc, vous voyez bien que la formule numéro 2 est une formule qui est beaucoup plus chère. Et donc, aujourd'hui, cette réforme de transparence bancaire vous permet de mettre toutes ces données-là devant le client pour qu'il puisse faire un choix de prise de risque financier en fonction de sa situation actuelle et en fonction de ses projections sur le futur. Alors, le SAL numéro 3, la troisième possibilité qui est imposée aussi par la Banque d'Israël, c'est une possibilité intermédiaire sur laquelle vous allez prendre 50% de fixe, donc vous allez augmenter votre stabilité à 50% et 50% de prime. Là aussi, on parle d'un crédit qui va être donné sur 30 ans, donc on est à 360 mois. Vous avez la moyenne pondérée du taux d'intérêt et vous voyez que vous commencez avec une mensualité de 17 329 shekels. Jusqu'où elle peut monter, comme vous avez pris 50% de prime, l'instabilité est beaucoup plus réduite puisque vous allez pouvoir aller jusqu'à 17 450. Et là, au niveau du coût total, vous voyez que vous allez rembourser 6 277 000 shekels. Donc après, si vous voulez, quand vous allez prendre votre décision, vous allez vous dire qu'est-ce que je préfère. Est-ce que c'est la mensualité qui me correspond et combien je vais rembourser en tout jusqu'à la fin du crédit. Alors, la quatrième option, c'est en fait une option que vous pouvez créer vous-même. Et généralement, c'est celle-là qui est la plus intéressante, c'est-à-dire que vous êtes obligé de prendre une des 3 options
qui a été proposé par la Banque d'Israël, vous pouvez décider de faire un montage comme vous le désirez. Alors là, vous voyez, par exemple, vous avez le montage que moi, j'ai proposé à ce client-là, en fonction des pourcentages que j'ai voulu mettre sur chacun des volets. Et là, si vous voulez, vous pouvez donner libre expression à votre créativité. Vous pouvez choisir, en fait, la formule que vous voulez en fonction de vos projets de vie. Ça veut dire que si vous savez que vous allez retirer des dividendes sur votre société dans 2 ans et que vous allez rembourser le prime, et sur le prime, il n'y a qu'une pénalité de remboursement anticipé, prenez 40% de prime et pas 30%, pour avoir une grosse somme sur laquelle vous allez pouvoir injecter de l'argent sans pénalité. Et donc, c'est pour ça que ce Salmouta, c'est à vous de le construire avec l'employé de banque, avec votre conseiller financier, pour essayer de voir comment vous optimisez votre crédit. Donc ça, c'est à propos de l'accord de principe. Je ne sais pas si tout a été clair, si vous avez des questions. Alors, c'est très, très, très clair. J'ai une question, Judith. Pour une personne qui a vendu son appartement, mais il lui reste un crédit sur l'appartement et qui veut acquérir un nouvel appartement, est-ce qu'il est plus intéressant de basculer le crédit restant sur la nouvelle acquisition ou est-ce qu'il vaut mieux solder le crédit restant et prendre et négocier un nouveau crédit? Alors, c'est un petit peu difficile de donner une réponse comme ça qui soit une réponse générale, mais ce que je peux dire, c'est que vu le contexte actuel, tout dépend maintenant de la période à laquelle la personne a pris son crédit et des taux d'intérêt qu'elle a obtenus. C'est-à-dire que moi, si on me soumettait ce dossier-là, je regarderai les taux qui sont obtenus par rapport aux taux qu'on peut obtenir aujourd'hui. Mais globalement, généralement, on est aujourd'hui, depuis 2011, à des taux d'intérêt les plus élevés sur le marché qu'il y a eu depuis 2011. Donc, ça veut dire que si je ne suis pas dans un cas exceptionnel où la famille avait une très faible capacité d'endettement, où elle avait très peu d'apport personnel, il est très probable que les taux d'aujourd'hui soient plus chers que les taux qu'elle a pris dans les années qui ont précédé cette année-là. Et donc, à ce moment-là, il vaut mieux remorquer le crédit de l'appartement qui va être vendu au nouvel appartement acheté et ne pas contracter un nouveau crédit plutôt que de rembourser et de contracter un nouveau crédit. Donc, a priori, ce serait ce qui serait possible. Mais cette personne-là peut le faire. Ça veut dire, il suffit de demander à la banque ce qui s'appelle le Dor Yitrot, donc le bilan de sa mashkanta. Vous allez voir exactement comme ici quels sont les taux d'intérêt de l'ancien crédit. Vous demandez une proposition d'1 million de shekels sur un nouveau crédit, vous voyez s'il y a un différentiel ou pas. C'est sûr qu'il ne faut pas payer plus cher un crédit si on a déjà obtenu un crédit à de très bonnes conditions il y a longtemps. Et faire passer un crédit d'un bien à l'autre, ce n'est pas problématique. Toutes les banques le font, elles ont l'obligation de le faire. D'accord. Et justement, Judith, ton explication, là, ta conférence, elle est hyper claire. Vraiment, on a appris énormément de choses, mais ça reste un casse-tête chinois quand on n'est pas dans le milieu. Et justement, si on voulait faire appel à tes services, justement, à tes conseils, à ton aide, comment ça se passe? En fait, qu'est-ce que tu proposes comme aide? Tu nous suis du début à la fin. Comment ça se passe exactement? Alors, il y a plusieurs formules. Si vous voulez, il y a 100 conseils. Il m'arrive très souvent de donner des conseils, ce qui s'appelle un rendez-vous conseil à des clients. Alors, le rendez-vous conseil, ça peut être un rendez-vous pré-achat. Voilà, j'ai tant d'apports personnels, j'ai quel revenu, à combien je peux prétendre, j'aimerais prospecter, quels sont les prix auxquels je peux acheter. Le rendez-vous conseil, ça peut être un rendez-vous sur j'ai tel crédit, est-ce que ça vaut le coup de le racheter ou pas de le racheter, combien est-ce que je pourrais économiser et quel est le montage que je pourrais demander. Ça peut être aussi un rendez-vous sur le montage. Ça veut dire que si quelqu'un veut lui-même mener sa négociation bancaire et qu'il veut que je lui fasse la proposition du Salmouta numéro 4, à ce moment-là, je le fais. Et donc, c'est une facturation à l'heure. Et sinon, il y a la gestion du dossier de A à Z qui comprend en fait tout. La programmation, le montage, le dépôt de dossier, le rassemblement de pièces, l'accompagnement au moment de la signature, etc., etc. On a tous ces services-là qui sont possibles. Maintenant, j'ai autre chose aussi à vous proposer, quelque chose dont j'ai parlé, si vous voulez, au début de la conférence. Je donne aussi des formations. Je donne aussi des formations de courtier en crédit immobilier. Et en fait, ces formations, elles ne sont pas destinées qu'à des personnes qui veulent en faire leur métier. Moi, je pense qu'on est à une période où on dit beaucoup à ces autres be'atzmecha. Ceux qui s'intéressent au sujet, qui sont dans l'immobilier, qui achètent une maison, qui pensent qu'ils vont la revendre, qui vont en acheter une autre, qui veulent essayer de comprendre comment ça marche, conseiller leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, ils peuvent prendre le cours. Et un cours de formation de courtier immobilier où je détaille justement donc, toutes ces choses-là. C'est 40 heures de formation, c'est 10 semaines. Et ben, en 3 mois, vous avez fait le tour du sujet. Et en plus, cette formation, elle est financée par le ministère de la Qualité à 80% si vous n'avez pas utilisé votre voucher. Donc, je dis, vous pouvez en faire à la fois une profession
Vous pouvez aussi approfondir le sujet si vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est… Je vous la conseille, hein, je vous la conseille. Je l'ai faite moi-même, je vous la conseille, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Merci, merci Marilène. Donc ça a été une grande je dis motivation pour mes enfants. Hein. Voilà, aujourd'hui, je leur ai dit, inscrivez-vous à la loterie. Il y en a un qui est en Amérique du Sud. Il m'a dit, OK, maman, il n'y a pas de problème. Et tu veux me suivre? Je dis, il n'y a pas de souci. Mais par contre, excusez-moi, Judith, vous ne parlez pas trop de l'importance de quand même d'aller voir un Yoetz Mashkenta, parce que quand même, vous arrivez à avoir des meilleurs taux que quand on va aller toute seule à la banque. Alors, c'est sûr. Négocier. C'est sûr, ça veut dire que si vous voulez, le rapport qu'une banque va avoir avec un courtier par rapport au rapport qu'une banque va avoir avec un particulier est différent. Parce que les courtiers déposent des dossiers, connaissent les taux d'intérêt du marché et donc forcément, la banque va essayer de tout faire pour que ces dossiers soient amenés à lui. Et un courtier aussi, comme il va amener beaucoup de dossiers à la banque en une fois, il va obtenir de meilleures conditions qu'un particulier. Donc, moi, enfin, aujourd'hui, si vous voulez, moi, je dépose des dossiers en banque tout le temps. Il y a environ 70% des dossiers qui sont déposés par des courtiers. Moi, je rencontre beaucoup plus de courtiers que de particuliers. Et c'est pour beaucoup de raisons, parce que d'abord, c'est un casse-tête chinois. Ensuite, on ne comprend pas toujours quelle est la procédure à suivre, quels sont les papiers qu'il faut amener, comment est-ce qu'on fait les garanties bancaires pour que l'argent soit déboursé. Et puis aussi, les conditions sont meilleures et on choisit son produit. C'est-à-dire qu'on comprend ce qu'on achète, on est conscient du fait que la mensualité peut augmenter, peut descendre. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand les conditions du marché changent? Vous proposez une formation de Yoetz Mashkenta, si je comprends bien? Pardon? C'est une formation de Yoetz Mashkenta? C'est une formation de Yoetz Mashkenta, oui, exactement, pour être Yoetz Mashkenta ou pour faire votre propre Mashkenta, comme vous voulez. Si vous voulez, la formation, c'est une formation de 40 heures sur laquelle vous allez vous-même, si vous voulez, faire votre premier dossier. Donc, vous êtes accompagné pendant 10 semaines pour faire votre dossier, si c'est votre propre dossier, celui d'un de vos enfants, et comme ça, avoir l'assurance après de pouvoir vous lancer dans le métier aussi, si le domaine vous intéresse. Comment on est au niveau des temps? Parce que je n'ai pas tout dites-moi, Caroline, Henri. Là, ça fait une heure. C'est hyper intéressant. Il y avait encore des sujets à aborder, enfin des points à aborder? Au niveau des points, il y a quelques astuces, si vous voulez. Vas-y. Je pense que ça intéresse pas mal de personnes, mais oui, vas-y, on écoute. Alors, au niveau des stratégies et des astuces, il y avait quelques conseils que je pouvais donner. Alors, au niveau des taux d'intérêt, c'est sûr qu'on a intérêt toujours à réduire au maximum la durée du crédit, pour pouvoir diminuer en fait les intérêts cumulés que vous allez payer. Oui, je vais marquer quelques points. La différence en termes de mensualité entre un crédit de 25 et 30 ans, elle est pratiquement pas existante. Donc, en fait, ce n'est pas pour gagner 300 ou 400 shekels que vous allez tirer votre crédit sur 5 ans de plus. C'est dommage. En Israël, on donne beaucoup de crédits sur 30 ans. En Europe, ce n'est pas du tout la norme. Le maximum qu'on donne, généralement, c'est 25 ans. Donc, prenez ça en considération parce que la différence sur le quotidien, elle va être petite par rapport au coût total qui va être payé. Une troisième remarque que je donne, c'est qu'il ne faut pas penser de façon rigide à prendre que des nombres de 5. Ça, c'est bête parce que si vous voulez, les taux d'intérêt varient sur justement des variabilités de 5 ans. C'est-à-dire que vous avez les taux moyens de la Banque d'Israël qui sont publiés sur du 5 ans, du 10 ans, du 15 ans, du 20 ans. Et en fait, si à la place de demander du 20 ans, vous demandez du 18 ans, et ben, vous allez avoir un bien meilleur taux. Donc, il faut prendre justement des multiples qui ne sont pas de 5. Ça vous aidera à avoir de meilleurs taux. On n'est pas obligé de prendre tous les volets sur la même durée aussi. Ça veut dire que des fois, quand on fait la programmation de notre remboursement, il peut être agréable d'avoir un gros remboursement sur 10 ans et puis dans 10 ans, quand on devra aider les enfants à financer l'université, on veut que la mashkenta elle descende. Donc, on va faire un volet sur 20 ans et un volet sur 10 ans pour avoir déjà remboursé une grosse partie du crédit dans les 10 ans. Donc, pensez aussi à votre cycle de vie et à ce qui peut correspondre. Les taux de financement, je ne vais pas en parler parce que c'est un petit peu technique. Quand on achète du neuf, il faut penser à cette histoire d'indice de la construction, puisqu'en fait, les prix sont indexés à l'indice de la construction. Et il faut avoir suffisamment d'apport personnel pour être capable de payer cet indice-là. Quand je vous disais en début de présentation, la banque paye 75% de la valeur du bien, on a dit valeur inscrite sur le contrat.
Et donc, si à cause de l'indice de la construction, quand le projet vous est livré 2 ans plus tard, il y a 5% à rajouter parce que l'indice de la construction a augmenté, cet argent-là, il va devoir sortir de votre poche, il ne sera jamais financé par la banque. Donc, quand on fait le calcul, il faut bien prendre ça en considération. Là, je vous avais mis les indices de la construction. Et puis les astuces. Excusez-moi, on peut toujours négocier, comme vous l'aviez dit, le taux de construction avec j'ai oublié le nom en français, celui qui vend l'appartement. Ah, le promoteur immobilier. Le promoteur, on peut encore, hein. Alors, on peut toujours, simplement les promoteurs ne sont pas obligés d'accepter. Ça veut dire que ça dépend après combien d'appartements ils ont vendus dans le projet, est-ce qu'ils sont pressés, est-ce qu'ils vendent facilement leurs biens ou pas. C'est sûr que des fois, on arrive à le faire. On arrive à neutraliser ce facteur-là, à dire on va augmenter de 2% le prix de l'appartement et l'indice de la construction va être inclus. Et donc, le prix d'achat va être un prix qui ne va pas bouger. Des fois, c'est négociable, pas toujours. Pas toujours. Il faut essayer quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je vais vous dire, en ce moment, il y a une vraie baisse du volume des transactions. Ça veut dire que peut-être que les taux d'intérêt sont chers, mais au niveau de la négociation bancaire, c'est beaucoup plus facile parce que les banques ont le temps et elles se disputent tous les dossiers. Donc là, on est à un moment donné où on peut faire de bonnes négociations bancaires. Aussi, par rapport aux promoteurs immobiliers, ils ont beaucoup plus de mal à vendre leurs projets que c'était le cas il y a 1 an et demi ou 2 ans. Okay, donc, peut-être qu'ils peuvent être plus souples sur l'indice de la construction, sur l'échéancier de paiement. Après, ça dépend forcément chaque promoteur en fonction de la trésorerie qu'il a, de l'argent qu'il a mis sur le projet et de la façon dont il est pressé. Mais sachez qu'en tant qu'acheteur, aujourd'hui, on a quand même relativement une position de force. C'est une question que j'ai oublié de vous poser pendant la formation. Excusez-moi. En général, un promoteur, il a toujours son UX Magenta sur place. On est obligé de passer par ce UX Magenta si on veut faire un achat? Non, absolument pas. Généralement, c'est un service qui vous est proposé, mais vous pouvez le faire vous-même ou utiliser le UX que vous voulez. C'est la même chose pour l'avocat aussi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'avocat du promoteur. Je vais finir sur 3 dernières astuces. Aujourd'hui, et ça c'est extrêmement lié à la conjoncture d'aujourd'hui, on sait que les crédits qu'on va faire, on ne va pas les garder 30 ans parce que les taux ne sont pas bons. Donc, en fait, la chose à laquelle vous devez penser quand vous faites un crédit, c'est remboursement anticipé, quels vont être les pénalités. Et essayez de prendre le maximum de volets sans pénalité de remboursement anticipé parce qu'on va les racheter, ces crédits-là. Et donc, ça peut être énormément d'argent qui peuvent être payés en pénalité. La deuxième chose, c'est qu'on ne prend pas un crédit sur 30 ans. C'est-à-dire que quand on prend un crédit sur 30 ans, on ne garde pas son crédit 30 ans en Israël. Il faut faire une étude de marché une fois tous les 5 ans. Les taux évoluent tout le temps. Okay, et donc, on peut obtenir de meilleures conditions en renégociant son crédit une fois tous les 5 ans. Et la troisième chose qui va influencer sur les taux que vous allez obtenir, c'est votre code de crédit. Donc, si vous savez que vous voulez acheter un appartement, pas maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, et ben, vous pouvez travailler sur votre code de crédit en ayant d'abord le comportement financier le plus clean possible, okay, au niveau de la gestion des chèques, des crédits, etc. Et aussi en ayant les revenus les plus élevés possibles sur les 3 derniers mois, qui sont les 3 derniers mois qu'on va présenter à la banque. C'est-à-dire ne pas faire de changement d'emploi avant l'achat, ne pas devenir indépendant, ne pas faire moins d'heures, ne pas prendre un crédit juste après une Khouchat Leda, parce que tout ça, ça va en fait affecter la banque de façon négative sur vos capacités de remboursement. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. L'euro, je ne vais pas en parler. Si vous avez des questions, des simulations, je suis là. Je peux, Judith, j'ai une question sur le Prime. Vous avez dit tout à l'heure, il y a des clients qui ont pris par exemple 1,5 million et qui se retrouvent à payer des mensualités de plus 1500 shekels. Mais cet argent-là, il va dans la poche de la banque, puisque quand ils ont pris le crédit, il va où? Et ce surplus-là des 1500 shekels, il va dans quelle poche? C'est la banque qui le gagne. Forcément, c'est la banque qui le gagne. Donc, et contrairement et parallèlement au dossier que vous avez fait en 2008, quand il a pris tout a été pris en prime, ça veut dire que là, en 2017, sur ce crédit, la banque a perdu de l'argent puisqu'elle l'a pris à 5, vous l'avez pris à 5,10 et il a fini par le payer à 1,6. Donc, dans ce cas-là, sur ce crédit, la banque a perdu de l'argent. Est-ce que c'est ça ou pas ?
nous, on a l'habitude en tant que particulier de regarder le dossier et son évolution sur 30 ans. Okay, mais les institutions financières ne fonctionnent pas comme ça. Ça veut dire qu'elles vont vous donner un crédit, okay, je ne sais pas, en 2015, et puis tout au long des années, elles vont récolter, enfin, elles vont enrôler de l'argent, si vous voulez, et donner de nouveaux crédits à des particuliers. Et en fait, si vous voulez, c'est un système de fluide qui rentre et qui sort. Donc, c'est pour ça que quand vous prenez un taux variable, elles vous disent, moi, c'est vrai que quand j'ai pris l'argent que je vous ai donné, eh ben, je l'ai peut-être payé à 5%, mais ce qui me compte aujourd'hui, c'est à combien j'achète mon argent aujourd'hui. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est ce système de dynamique qui est mis en avant par la banque et pas le moment où elle vous a prêté l'argent. Vous comprenez? Parce qu'elle n'attend pas 30 ans pour faire ses bénéfices. Elle fait ses bénéfices, en fait, tous les ans sur le nombre de crédits qui sont remboursés, le nombre de crédits qu'elle octroie et combien elle paye elle-même ses taux d'intérêt quand elle veut vous donner l'argent dont vous avez besoin. Mais paradoxalement, c'est cette année où les banques ils ont le plus gagné, alors que tous les clients tirent la langue et les banques font des super bénéfices, quoi. Enfin, exactement, donc, exactement. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'aurais une question, s'il vous plaît, sur le Rebit, le Tzamout, justement. C'est quoi le taux de départ? C'est le taux de la Banque centrale israélienne? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que le Rebit Tzamout, si vous voulez, c'est un taux. Enfin, là, sur le tableau que je vous ai donné, vous avez vu, par exemple, le taux d'intérêt de Tzamout, il était à 3,5. Okay, ça veut dire que il va être calculé, en fait, sur la base du rendement des obligations d'État de type Galil, si vous voulez savoir très précisément. C'est-à-dire qu'en fait, toujours, quand vous avez un taux variable, il doit être ancré sur une valeur qui est extérieure à la banque. La banque ne peut pas vous dire, ben, hier c'était 3,5, maintenant c'est 4,2. Et donc, sur ces taux variables qui vont être indexés, généralement, ce qui est pris en compte, c'est les rendements des obligations d'État avec une marge certaine qui peut être positive ou négative. Et donc, c'est en fonction du rendement de ces obligations-là d'État que le taux va varier. Et sur ça, on rajoutera l'inflation. Et là-dessus, on rajoutera l'inflation, exactement. Et là-dessus, on rajoutera l'inflation. Mais ce taux, en fait, il a l'air toujours d'être au-dessus du prime, non? Ben, il n'a pas toujours été comme ça. Si vous voulez, on est dans une conjoncture où c'est vraiment différent. C'est-à-dire que les dossiers que je faisais il y a un an, on avait du prime à 1,6%, on avait du fixe indexé à 2,2% et du fixe non indexé à 3,5%. Donc, vous voyez pourquoi les gens prenaient beaucoup de prime, parce que le prime était à 1,6. Et le problème de beaucoup de particuliers aujourd'hui, c'est qu'ils ont pris 50% de leur dossier en prime parce que c'était très bon marché, donc ça leur a fait baisser leur mensualité. Et ils ont dit, bah, ça fait 10 ans qu'il n'a pas bougé, ce prime, il ne bougera pas. Et là, on est depuis 6 mois dans une spirale infernale où le prime augmente tous les mois. Et donc, sur 50% de leur crédit, les gens voient qu'ils sont passés de 1,6 à 4,75%. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent plus à suivre. Oui, je comprends. Voilà, j'ai terminé avec le calendrier parce qu'il y a quelques événements que j'aimerais partager avec vous. Alors d'abord, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas entendu que la semaine prochaine, le 4 janvier, on refait une conférence Zoom avec la mairie d'Ashdod sur justement le thème de Dira Be'anacha. Okay, donc cette fameuse loterie qui est ouverte du 28 décembre, donc aujourd'hui elle s'est ouverte jusqu'au 8 janvier. Donc tous ceux qui veulent savoir comment ça marche et qui veulent faire des simulations, parce qu'on va rentrer ensemble sur le site du gouvernement et je vais vous montrer quels sont les projets, où ils sont situés, combien de personnes ont déjà postulé sur ces projets-là. Alors, ce sera extrêmement intéressant. Je vous invite à vous joindre à nous. Aurit et Caroline vous donneront le lien. Je suppose que c'est vous qui faites l'inscription. Sinon, la prochaine formation de courtier, comme j'ai dit, elle va s'ouvrir le 15 janvier. Donc, pour ceux qui sont intéressés. Et j'organise aussi un événement immobilier à Petah Tikva, cette fois-ci pas en Zoom, en présentiel le 9 janvier, sur lequel il y aura un panel de professionnels. C'est-à-dire qu'on va avoir des agents immobiliers, des agents en assurance, des avocats fiscalistes, des avocats d'immobilier et du courtier pour savoir justement où se situe le marché immobilier en 2023. Donc là aussi, vous êtes invités. C'est un événement qui est gratuit, mais les places sont limitées, donc il faut aussi s'inscrire à l'avance. Voilà. Et concernant l'information, comment on peut vous contacter pour avoir plus de détails? Alors, vous avez mon numéro de téléphone ici. Tous ceux qui ont participé, si vous voulez, à la conférence d'aujourd'hui, il y a un code promo sur la formation avec une réduction de 500 shekels. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une capture d'écran. Et la présentation que je vous ai donnée maintenant, je vais l'envoyer en fait à Caroline et à Aurit. Et elle pourra vous la faire passer par WhatsApp ou par mail.
si vous voulez avoir le support. Et donc, sur le support, vous aurez aussi mon numéro de téléphone, mes coordonnées, etc. Et puis, il y aura aussi un enregistrement. L'enregistrement, généralement, aussi, je le transmets pour ceux qui n'ont pas pu participer ce soir. Merci beaucoup. Super, Voilà. Judith, merci infiniment, c'était parfait. Moi, personnellement, je pense te contacter dès demain. Merci. Merci. Et voilà, on a hâte d'être la semaine prochaine donc pour la 2e conférence. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci infiniment et merci à tout le monde pour votre présence. Merci Judith. Merci À Judith, vous merci tous. à tout le monde. Merci. Au Merci beaucoup. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.